Bonjour tout le monde, mon nom est Noémie Berlus, je suis directrice de l'Association québécoise pour l'éducation à domicile, ou bien AQED pour les amis. Je suis mère de deux enfants de 13 et de 6 ans avec qui on apprend en famille, on fait l'école à la maison en temps normal. J'espère avec cette vidéo-ci vous donner des petites idées sur comment vous pouvez approcher, faire l'éducation à domicile de vos enfants dans un contexte de pandémie. Et vous aider là, à aborder là, comment vivre cette situation-là, puis s'assurer que vos enfants continuent à s'épanouir et à apprendre. Alors, pour commencer, je vais vous dire que c'est une situation qui n'est pas typique, mais même pour les enfants et les familles qui font l'école à la maison en temps normal. Une situation de pandémie va beaucoup affecter ce que même les familles qui sont habituées de faire l'école à la maison peuvent faire. Donc, je voudrais pas que vous pensiez que ce qui se passe en ce moment, puis ce que vous allez pouvoir faire avec vos enfants, sont représentatifs de ce que l'école à la maison est normalement pour la famille typique québécoise. Dans l'école à la maison, généralement au Québec, les familles vont beaucoup être ouvertes à leur communauté. Moi-même, je calculais cette semaine que entre mes deux enfants, il y a 10 des activités qu'ils font à chaque semaine qui ont été annulées. On sort plus et on bénéficie des moments d'apprentissage de notre communauté, que ce soit la bibliothèque, le centre de sciences, le planétarium, aller voir des amis, aller apprendre des choses dans des activités parascolaires. On a des groupes de soutien, d'entraide, les enfants vont voir leurs amis régulièrement. Tout ça, ça fait partie intégralement des apprentissages de nos enfants et c'est quelque chose, c'est une perte énorme pour nous en ce moment. Et donc, je voulais juste vous rassurer que les difficultés que vous allez vivre, parce que je crois qu'il va y avoir des difficultés côté socialisation, côté combler tous les domaines pour faire épanouir nos enfants, c'est pas quelque chose nécessairement là, que c'est votre faute, c'est la situation qu'il y a présentement et ce que j'aimerais commencer par vous communiquer, c'est d'être gentil avec vous-même, d'ajuster vos attentes en fonction d'une situation de pandémie. C'est pas une situation régulière. C'est correct de pas être un parent parfait. C'est correct de pas être le parfait facilitateur ou accompagnateur des apprentissages de son enfant. Les enfants vont apprendre des choses de toute façon. L'être humain est fait pour apprendre. Nos enfants apprennent depuis qu'ils sont nés. On ne met pas un nouveau-né à l'école, mais pourtant il apprend à parler, il apprend à marcher, il apprend à interagir avec les autres, il apprend à se nourrir. Vos enfants vont faire des apprentissages, quoi que vous fassiez. Nous, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de vous accompagner, de vous aider à donner des trucs pour bonifier cette expérience d'apprentissage naturelle qui arrive déjà, de donner plus d'opportunités d'apprentissage à vos enfants, mais je veux que vous sachiez que les enfants, c'est pas si facile à briser que ça. Si vous êtes bienveillant, si vous êtes soutenant, si vous êtes là pour vos enfants, déjà, vous avez 50% de la bataille qui va être gagnée côté épanouissement de vos enfants. La première chose là, à régler pour qu'un enfant puisse apprendre, d'après nos expériences en tant que parents-éducateurs, c'est la santé mentale de la famille. Et je parle des enfants, mais je parle aussi des parents. Donc, c'est une situation présentement très, très, très stressante pour les parents. Veut pas, les enfants vont capter de ce stress-là et en vivre un aussi. Alors, avant d'essayer de vous ajouter un stress de plus pour vous donner des tâches à faire, puis des devoirs, puis ce que je vous demanderais, là, c'est de commencer par prendre une grande respiration, puis prendre une grande respiration avec vos enfants. Explorer la méditation, le yoga, si vous êtes croyant, la prière, ce que vous avez besoin pour vous, en bon franglais, vous grounder, là. Et donnez des câlins, beaucoup de câlins à vos enfants. Dites-leur que vous les aimez.
Assurez-vous de créer l'environnement de sécurité dont l'enfant a besoin pour être disponible aux apprentissages. Et c'est pour ça que je dis à beaucoup de parents, vous n'êtes pas obligé de sauter à 2 pieds, là, puis que demain, il faut que votre enfant soit en train de faire des devoirs, des choses, parce que d'essayer de vous imposer ce stress-là, c'est pas optimal. L'enfant va vivre ce stress-là si vous sentez que OK, là, il faut qu'on travaille, il faut pas qu'il y ait de retard, etc. Prenez le temps de vous assurer que votre enfant se sent en sécurité mentalement. Et donc, une première ressource que je vous recommanderais, c'est un document, en fait. Alors, on a trouvé un guide qui peut vous aider à discuter du coronavirus avec vos enfants. C'est un premier apprentissage qui travaille la science, qui peut travailler la lecture, qui peut travailler la discussion, les compétences orales, etc. De discuter avec vos enfants de la situation, d'écouter leurs craintes, d'être vraiment disponible pour... Tu sais, des fois, leurs craintes ne semblent pas aussi grandes que les vôtres. Pour vous, le travail, s'assurer d'aller à l'épicerie sans attraper de cochonneries, tout ça, c'est super important et objectivement, c'est plus important pour votre famille. Mais pour votre enfant, ne pas pouvoir aller voir son ami, ne pas pouvoir aller faire son activité, pour lui, c'est hyper important. Puis des fois, en tant que parent, quand on a d'autres préoccupations, on a tendance à minimiser. Je vous encouragerais de prendre le temps de parler à vos enfants puis de prendre cette opportunité d'apprentissage pour vraiment discuter de la façon que vos enfants vivent la situation de pandémie. Je voulais aussi vous dire que pour les familles qui font l'école à la maison, généralement, il y a énormément de différentes façons de faire, mais les familles qui décident de suivre le programme des écoles québécoises à la lettre arrivent à couvrir au primaire le matériel en 1h30, 1 heure par jour. Donc, si j'ai vu passer sur Internet des horaires qui duraient de 9h à 3h, pour certains enfants, peut-être que ça peut être quelque chose qui est bon pour eux. Je pense à un enfant qui a beaucoup de rigidité, qui est sur le spectre de l'autisme ou quelque chose qui a vraiment besoin d'un encadrement serré, d'un horaire pour le rassurer. Faites ce qui est mieux pour votre enfant. Mais pour les nombreux parents à qui j'ai parlé, qui ont regardé ces horaires-là, puis ont dit « Hey, c'est impossible, je travaille, j'ai d'autres enfants, je dois cuisiner, j'ai d'autres préoccupations, je vais virer folle à être prof de 9h à 5h tous les jours. » Je vais vous dire... de pas vous inquiéter, de pas essayer de vous comparer ou de vous mettre cette pression-là. Les gens qui font l'école à la maison, généralement, ceux qui le font de la méthode traditionnelle, arrivent à couvrir en 1 à 1 le programme en 1 heure ou 2 par jour. Il y a aussi beaucoup de familles qui ne choisissent de pas faire le programme à la lettre et de faire autre chose. Toutes les familles qui font l'école à la maison vont faire des maths, du français, de l'anglais et l'univers social, les sciences. J'en connais pas de familles qui ne font pas ces sujets-là, mais chacun le fait à sa manière. Il y en a énormément qui trouvent, surtout pour les sciences et l'univers social, des façons ludiques, des façons différentes de faire. Par exemple, dans ma famille, ma fille a appris l'anglais en écoutant l'iPad en anglais. En fait, on avait seté le iPad en anglais. Elle ne savait pas comment changer. Alors, si elle voulait écouter de l'iPad, c'était en anglais. Et franchement, de toutes les choses que j'ai essayé de faire pour qu'elle apprenne l'anglais, ça a été la façon la plus efficace. Pour sciences et mathématiques, quand on fait de la cuisson, quand on calcule les fractions, on fait une tarte, on la double ou on la divise en 2 pour faire une petite portion. Tout ça, ça demande des compétences mathématiques. La cuisson, si on fait bouillir quelque chose ou on fait congeler quelque chose, on vient de travailler les différents stades de matière. On regarde l'eau bouillonnée, on regarde la fumée qui monte, on parle des gaz. On peut parler de beaucoup de concepts. Au primaire, c'est pas des termes techniques très poussés. C'est vraiment des phénomènes qu'on voit de tous les jours, là, de savoir que la température à 100 degrés Celsius, l'eau bout
à 0 degré Celsius, l'eau gèle. On en parle à tous les hivers là, du fait que la neige, c'est de l'eau qui gèle. Donc, dans vos activités à travers tous les jours, de faire remarquer des choses aux enfants vont amener beaucoup de concepts, beaucoup plus naturellement et de façon qui vont permettre à l'enfant de vraiment ancrer les apprentissages, plus que de lire à propos de l'eau qui bout, ce que les professeurs doivent faire dans la classe quand il y a 30 élèves ou 20 élèves. Ils peuvent pas faire bouillir de l'eau, mais quand vous êtes tout seul, vous pouvez faire ce genre d'affaires-là dans un environnement contrôlé avec vos enfants et les apprentissages vont passer beaucoup mieux de cette façon-là. En plus de ressources que vous pouvez voir dans votre maison, faire un casse-tête, jouer à Monopoly, c'est la façon que ma fille a appris à raconter, c'est en faisant la banque à Monopoly, en lisant ensemble, lire des livres à voix haute, même pour les enfants qui savent déjà lire, ça apporte une occasion de se parler, de passer du temps ensemble, de pousser l'analyse, de poser à votre enfant des questions à propos de ce qu'il lit, lui permet de travailler son vocabulaire, de travailler sa capacité de communiquer oralement. Tout ça, ça compte. Tout ça, c'est utile. À l'école, on va peut-être voir moins de ce genre d'activité 1 à 1, encore une fois, parce que le professeur est tout seul avec 20 élèves. C'est pour ça qu'on va voir plus de cahiers, on va voir plus de façons d'enseignement de masse. Mais là, vous avez l'occasion de vraiment trouver les activités qui vont allumer vos enfants et qui vont leur permettre de continuer à éveiller leurs compétences et leur curiosité. Et vous allez peut-être même susciter une amour de l'apprentissage plus profonde dans cette période-là chez votre enfant si vous arrivez vraiment à toucher aux éléments qui allument votre enfant précisément. Là. Regardez c'est quoi leur passion et regardez quelles sont les façons d'apporter les notions à travers les passions qu'ils ont déjà. Je pense que c'est une situation de crise en ce moment. La société a vécu ce genre de crise dans le passé, mais dans le passé lointain. On parle des grandes guerres, on parle des grands mouvements d'enjeux sociétaux qui se sont produits. Et ce que je vous dirais, c'est que c'est comme à notre tour cette fois-ci. Alors, de positionner ce qui se passe dans un contexte historique et de parler, par exemple, des enfants qui ont à Londres, qui ont dû quitter pour aller à la campagne, ce que ces enfants-là ont vécu comme sacrifice, et de cadrer ça pour vos enfants vont aussi leur permettre de mieux aborder cette expérience-là et d'apprendre à propos du passé, apprendre à propos de l'histoire. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que dans le passé, ce genre de choses-là est arrivé. Et il y a énormément d'enfants qui ne bénéficiaient pas d'une éducation encadrée. Et ces enfants ont survécu et ont réussi quand même. C'est pas parce que les enfants ont une pause de quelques semaines ou quelques mois que toute cette génération-là va être perdue. Et je dis ça pour essayer de diminuer le stress. J'entends beaucoup de parents qui sont vraiment stressés à propos de leurs enfants, de ce qui va se passer, qui, encore une fois, ont à jongler du travail à la maison et à meubler le temps de plusieurs membres de la famille. Il y a des stress financiers pour beaucoup d'entre vous. Je répète, vous n'êtes pas obligé d'être parfait. Vous pouvez prendre un certain temps pour vous retourner de bord avant de commencer à penser à comment vous allez maintenir les apprentissages plus structurés pour vos enfants. Essayez de donner des opportunités de stimulation à vos enfants, d'avoir, si vous pouvez vous le permettre, d'avoir des jeux de société, d'avoir des livres, d'avoir des sites éducatifs prêts en ligne. Mais après ça, c'est correct de laisser les enfants explorer ça par eux-mêmes. Vous n'êtes pas obligé d'être là à journée longue à les accompagner pour chaque minute. Quand les enfants font des jeux libres et peuvent prendre des décisions par eux-mêmes, ça leur permet de travailler leurs compétences de haut niveau, les compétences exécutives, des décisions de président d'entreprise. Le président d'entreprise, il ne se fait pas dire quoi faire à chaque minute. Il n'y a pas sa liste de tâches qu'un boss lui a donnée. C'est lui qui doit s'asseoir puis dire, OK, voici dans les 3 prochains mois ce que je dois faire, ce que je dois atteindre. Voici ce que je dois faire aujourd'hui pour le faire. Voici le projet pour lequel je veux amener toute la compagnie à suivre. Bien ça,
il y a beaucoup de ces compétences qui se travaillent dans l'enfance, quand les enfants sont libres de prendre leurs propres décisions. Alors, je vous encourage de permettre à vos enfants d'avoir des moments de liberté, d'explorer leur environnement, d'explorer les outils, les trucs que vous leur donnez pour stimuler leur curiosité, en sachant que c'est pas un moment pendant lequel vous devriez vous sentir coupable. Et c'est correct si les enfants ont des moments d'ennui. C'est un peu nouveau dans notre phénomène de société que les parents sentent qu'ils doivent occuper chaque minute de leurs enfants. Quand parlez à vos grands-parents ou à vos parents, et ils vont vous dire que leurs parents ne jouaient jamais avec eux, qu'ils devaient meubler leur propre temps, sinon ils se feraient donner des tâches par leurs parents. C'était pas la job du parent à meubler le temps des enfants. C'est sûr que je vous encourage de passer du temps avec vos enfants, mais ce que je veux pas, c'est que vous sentiez une culpabilité si vous n'êtes pas avec eux à chaque minute. Et si votre enfant vient vous voir pour vous dire « j'ai rien à faire », ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, vous êtes obligé de régler ce problème-là à votre enfant. Être ennuyé, c'est un problème à la mesure de votre enfant. Votre enfant est capable, avec l'imagination, avec des rouleaux de papier de toilette, puis du scotch tape, puis de la colle, puis des couvertures, puis des cuillères de cuisine, puis ce que vous avez, de trouver quelque chose à faire. Que ce soit de travailler ses compétences d'ingénierie en bâtissant un fort avec les coussins du salon ou en faisant un dégât avec la farine puis de l'eau dans la cuisine et en explorant les textures et les différentes composantes de la matière. D'une manière ou d'une autre, vos enfants vont trouver des choses à apprendre et vous n'avez pas à vous donner ce stress-là. En termes de ressources spécifiques pour les gens qui veulent avoir des moments un peu plus encadrés pour leurs enfants, des ressources, tout le monde connaît Allo Prof, mais si jamais il y en a qui ne connaissent pas, je vous mentionne le site qui a beaucoup de ressources. On a aussi, il y a NetMaths, il y a plein d'outils de ce genre-là qui vous permettent de faire des apprentissages plus formels. Sinon, il y a plusieurs maisons d'édition et compagnies qui ont ouvert les vannes et qui permettent aux parents d'utiliser les outils d'apprentissage qui sont normalement payants gratuitement. La grande bibliothèque et plein d'autres sites donnent l'accès à beaucoup plus de matériel. Entre autres, pour travailler l'histoire du Québec et du Canada, qui est une ressource qui est normalement difficile à trouver, Curio.ca a ouvert sa bibliothèque de documentaires au public. C'est normalement un site qui réserve son matériel pour les enseignants seulement. Alors, ça va être des documentaires qui sont pas nécessairement palpitants, mais si vous voulez absolument faire l'histoire du Québec et du Canada et que votre enfant aime pas lire, par exemple, ben là, ces vidéos-là peuvent vous permettre de couvrir cette matière-là. Si on pense en secondaire 3 ou 4, que les examens ministériels pourraient éventuellement avoir lieu, puis vous voulez travailler ça peut être un outil intéressant qui demande moins de lecture. Je vous encouragerais de liker la page et de suivre la page ACAD. Je vous invite aussi, pour ceux qui veulent vraiment plus de ressources, de joindre le groupe de l'Association québécoise pour l'éducation à domicile. On a un groupe dans lequel on accepte tout le monde, qui a une raison légitime d'être curieux à propos de l'école à la maison. Et on a 4-5 000 personnes sur ce groupe-là qui sont intéressées à l'école maison ou qui pratiquent l'école maison. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur notre page ou joindre ce groupe-là et les poser là. Et vous allez avoir 4 à 5 000 parents chez qui vous pouvez puiser des conseils, des suggestions selon les intérêts de votre enfant, son niveau et le style d'apprentissage que vous voulez faire avec votre enfant. On est très ouvert, puis on espère que ça va aider les parents québécois dans ce moment qui est difficile. Bon courage tout le monde, puis amusez-vous bien avec vos enfants.